Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, était dans le village d'Abouakakro, dans le département de Guékanou. Il est allé s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition et de sites de déguerpissement d'orpailleurs qui sévissent dans la localité. Dans le domaine agricole, nous verrons comment la production du cacao se modernise avec 3 inventions dans la production: la serpette, le cacao beach et le séchoir à serre. La communauté internationale se mobilise pour aider les pays en proie au virus Ebola. La Sierra Leone, l'un des 3 pays touchés, va recevoir des experts de l'ONU pour le ramassage des corps après le confinement des populations. « 142 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire le président. Au Brésil, en plus de leur président, ces électeurs ont élu les parlementaires et leurs gouverneurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RT1. Tout d'abord, cette information. Le président de la République entame ce lundi une visite officielle de 4 jours en Corée du Sud à l'invitation de son Excellence Madame Park Geun-hye, présidente de la République de Corée. La visite s'achève le 9 octobre prochain. Cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays, liés par une longue amitié et par plus de 50 années de fructueuse coopération. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien aura des entretiens avec son homologue coréen sur les questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Ils procéderont à la signature d'importants accords dans le domaine économique et social. L'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire a fait un bilan de la coopération ivoiro-coréenne. Il a également parlé des enjeux de la visite que le président Ouattara entame donc à partir de demain dans le pays, c'est-à-dire la Corée du Sud. L'ambassadeur coréen était au micro de David Mobio. Nous vous proposons juste un extrait de l'entretien. Les relations diplomatiques entre la Corée et la Côte d'Ivoire ont été établies en 1961, c'est-à-dire juste après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Elle a été le premier pays en Afrique avec lequel la Corée a établi des relations diplomatiques, de sorte qu'elle est devenue l'amie la plus intime de la Corée. Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara effectuera une visite en République de Corée du 6 au 9 octobre 2014. Je crois que cette visite a une grande signification parce que c'est la première visite officielle qui réunira les présidents des 2 pays après plus de 50 années de relations diplomatiques. À travers cette visite, les 2 présidents vont réaffirmer à travers cette rencontre que nous sommes des partenaires avec de grandes potentialités de coopération dans divers domaines. Et il y aura des concertations sur la coopération pratique dans chaque domaine, c'est-à-dire dans les affaires politiques, les échanges économiques, les projets de développement.
Le président de la République entame donc sa visite demain lundi, mais avant, faisons un peu de tourisme en compagnie de notre envoyé spécial sur place, Habiba Dambélé Saoué. Elle nous conduit dans la mégapole de Séoul où cohabitent tradition et modernisme. Pour nous en rendre compte, faisons escale au quartier des artistes et au village Hanok avec ses maisons traditionnelles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le vieux Séoul, vous pouvez admirer le quartier des Hanok et ses authentiques maisons traditionnelles encore habitées de nos jours. Ces maisons ont gardé leur architecture traditionnelle originale. Dans ces belles demeures étaient logés les aristocrates et les officiers haut gradés à l'époque de la dynastie Joseon, constituée entre 1392 et 1897. Dans ce petit village traditionnel, on peut admirer le contraste entre le Séoul moderne et ses gratte-ciel et l'ancien Séoul appelé Anyang. Après le village Hanok, direction Imsamdong, haut lieu de savoir-faire millénaire, quartier de galeries et boutiques spécialisées dans l'artisanat coréen, notamment la calligraphie et la peinture. Au lieu de la culture traditionnelle coréenne, les rues de Imsamdong s'étendent sur 700 mètres. Sous le règne de la dynastie Joseon, on apprenait la peinture dans ces ateliers, appelés ici Do-Wawon. On termine cette promenade dans le Séoul touristique et ses nombreux spectacles traditionnels hauts en couleur, très appréciés des Coréens et des touristes. Les rues regorgent de boutiques de souvenirs et des shops de marchands de bijoux authentiques et divers articles made in Korea à des prix très intéressants. La Corée, un pays à la fois moderne et fidèle à ses traditions millénaires. Ce dosage savant fait de cet État un pays où il fait bon vivre. C'est tout cela qui contribue à la réalisation du miracle du fleuve Han. Voilà, je rappelle que la visite officielle du président de la République en Corée du Sud débute demain lundi jusqu'au 9 octobre prochain. La Côte d'Ivoire entretient également de bonnes relations diplomatiques avec l'Allemagne. Le pays vient de commémorer sa fête nationale, le 24e anniversaire de la réunification de la République démocratique d'Allemagne et la République fédérale d'Allemagne. C'était le 3 octobre dernier. L'événement a été aussi marqué en Côte d'Ivoire, nous explique Awasise Abou Sanogo. 9 novembre 1989. Effondrement du mur de Berlin. Presque un an plus tard, dans la nuit du 22 au 23 août, le Parlement de la République démocratique d'Allemagne vote cette réunification qui prend effet le 3 octobre 1990. C'est le jour de l'unité allemande. Une date devenue depuis lors la fête nationale de l'Allemagne. En ce jour du 24e anniversaire de cette réunification, Dr Klaus Berner, ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, a tenu à célébrer cet événement symbolique avec sa communauté et les amis de l'Allemagne. Tous mes amis, on ne sait même plus est-ce qu'ils viennent de l'Allemagne de l'Est ou de l'Ouest parce que on a un héritage commun et une culture commune, une langue commune. J'ai immigré en Allemagne, donc je peux vous dire que c'était un pays qui était divisé.
Aujourd'hui, vous retournez en Allemagne, vous ne pouvez pas le remarquer. Je pense que la Côte d'Ivoire va aussi retrouver l'espoir d'une réunification totale. Juliette Vignol-Dubois, cette ancienne Allemande de l'Est, se réjouit aujourd'hui de cette réunification qui fait son bonheur. Mon mari est canadien. Donc je l'ai rencontré quand j'ai fait mes études au Canada. Et j'aurais jamais pu faire ça si le mur avait pas tombé. Parce qu'on était un peu enfermés en Allemagne de l'Est. Le diplomate Klaus Bernard a saisi également l'occasion pour se prononcer sur le terrorisme qui domine le monde. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement terrifiés par les événements en Irak et en Syrie et aussi par la situation inquiétante qui prévaut dans l'est de l'Ukraine. Ainsi, dans l'avenir, l'Allemagne prendra ses responsabilités ensemble avec ses partenaires pour lutter contre les crises et le terrorisme. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, réitère la volonté du gouvernement à toujours coopérer avec l'Allemagne. Nous avons une infinité de choses à faire avec un grand pays comme l'Allemagne qui a une place importante sur la scène internationale aujourd'hui. Et nous voulons très sincèrement resserrer nos liens avec cette Allemagne qui nous séduit, qui nous impressionne tous les jours. L'ambassade de l'Allemagne est ouverte en Côte d'Ivoire depuis le 7 août 1960. On enregistre à ce jour plus de 200 ressortissants allemands en Côte d'Ivoire. Des jeunes, toutes tendances confondues, ont été conviés à un déjeuner ce dimanche, au lendemain de la fête de la Tabaski. C'est un déjeuner offert par le chef de l'État, représenté par des membres du gouvernement. Le président ivoirien a voulu ainsi démontrer son attachement à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement et les hauts cadres de l'administration présents ont communié avec la jeunesse, le partageant les valeurs de paix et d'unité. Serge Gongomin pour le reportage. L'ensemble des coalitions de jeunesse de Côte d'Ivoire a répondu présent à ce déjeuner offert par le chef de l'État Alassane Ouattara à la faveur de la Tabaski. Une volonté du président de la République de rassembler les jeunes autour des valeurs d'unité et de cohésion sociale. Ce qui est important, c'est que toute la jeunesse ivoirienne, dans sa diversité, a pu se réunir aujourd'hui, partager un repas. Et nous allons multiplier ce genre de cadre pour que le manque de communication, les distances entre nous ne puissent plus être des facteurs de conflit entre nous. Des membres du gouvernement et des hauts cadres ont pris part à ce déjeuner. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé, ont exprimé leur satisfaction de voir chacune des coalitions de jeunesse représentées, toutes sensibilités confondues. Ils les ont exhortés au travail et à être surtout dynamiques pour booster le développement en Côte d'Ivoire. C'est un déjeuner qui nous est offert
et qui fut l'occasion pour nous d'échanger un petit peu sur divers sujets. C'est une initiative qui est une très bonne initiative car les jeunesses font sur le socle de notre économie qui va participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les jeunes des différents partis politiques se disent heureux de cette initiative du président de la République. Le président qui exerce le pouvoir, mais il n'est pas le président du RDA, il est le président de la Côte d'Ivoire. Après la politique, c'est pas la guerre. Faut qu'on se réconcilie, faut qu'on se parle pour bâtir cette nation. Nous, en tant que jeunesse PDC, nous sommes très heureux de nous retrouver autour d'une même table avec les jeunesses des autres partis politiques. C'est un signal fort au rassemblement, à l'union, parce que la Côte d'Ivoire doit se bâtir dans l'union, dans la fraternité, en transcendant tous les clivages politiques. Ces genres d'occasions doivent se multiplier pour que les jeunes ivoiriens puissent se retrouver pour échanger. C'est des jeunes qui donnent l'opportunité de constater qu'en réalité, les jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes n'avons point de barrière. Nous sommes tous aujourd'hui conscients de l'excellent travail qui est fait au sommet de l'État. Rendez-vous est pris pour d'autres rencontres afin d'affermir la cohésion et l'unité entre les jeunes du pays. Et les militants du PDCI RDA de la région du Guémont sont favorables à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Ils soutiennent l'appel de Daoukro et ces militants l'ont signifié au porte-parole de leur parti, le ministre Ayoumani Kobena Kwasi, en tournée dans les villes de Diokwe, Djiglo et Toulepleu à Boussanogo. Délégués départementaux et secrétaires de section du PDCI RDA des régions de Diokwe, Djiglo et Toulepleu soutiennent la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Ils l'ont réaffirmé au ministre Ayoumani Kobena Kwasi, porte-parole du PDCI RDA. Par ailleurs, ils ont indiqué qu'ils soutiennent l'appel de Daoukro. À Diokwe, Djiglo et Toulepleu, les délégués du PDCI, les cadres et chefs traditionnels ont tous réaffirmé leur engagement à accompagner le président Alassane Ouattara pour un second mandat en 2015. Toulepleu est uni, en tout cas autour des deux leaders, et pour booster la Côte d'Ivoire de l'avant. La voix du secrétariat exécutif du PDC-RDA est une voix que nous épousons et que le président Bédié peut compter sur Toulepleu, le président Alassane peut compter sur Toulepleu. Tout ce que nous voulons, c'est ce qu'ils ont annoncé. Tout le monde est d'accord sur ce que Bédié a dit. Ils ont chargé le ministre Ayoumani pour dire au président que nous sommes des soldats ici, ils ordonnent et nous allons obéir. Pour le porte-parole du PDCI, le développement de la Côte d'Ivoire est en marche avec le président Alassane Ouattara. Si nous voulons connaître la paix, si nous voulons connaître le développement, la meilleure façon de faire, c'est de nous mettre ensemble derrière le président Alassane qui fait bien déjà. Après l'ouest de la Côte d'Ivoire, le ministre Ayoumani Kobena Kwasi se rendra dans les autres régions du pays pour mettre en ordre de bataille les militants de son parti afin de faire réélire le président Alassane Ouattara en 2015.
Hier, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Ils étaient des millions de fidèles dans le monde à célébrer cette fête. En Côte d'Ivoire, l'Aïd el-Kébir a été marqué par des prières et des sermons dans les mosquées. Voyons la célébration dans certaines communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays avec nos reporters. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Comme toute fête, la Tabaski est un jour de partage. À cette occasion, un festin a été initié en l'honneur de la fraternité et de l'amitié retrouvée entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. L'initiative est du secrétariat exécutif de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Nous rendons gloire à Dieu, nous disons merci de nous avoir fait grâce. Et nous le prions pour qu'il mette sa main sur la Côte d'Ivoire afin que dans la fraternité retrouvée, dans la solidarité, les enfants de ce pays se donnent la main pour construire la Côte d'Ivoire. La Tabaski ou la célébration d'Aïd el-Kébir est un grand moment de communion. Honorant la tradition de cette culture de fraternité, de partage, les premiers responsables d'Adjamé ont prié en cette journée de haute portée spirituelle avec les musulmans. Nous avons le même père qui est Abraham. Ce sont chez les musulmans, chez les chrétiens ou chez les bouddhistes. Donc nous devons nous donner la main pour qu'ensemble nous prions toujours le Seigneur pour nous donner la santé. Les fidèles musulmans s'engagent à observer les valeurs de tolérance et d'amour. La communauté islamique Ahmadiyya, à l'instar des autres musulmans du monde entier, s'est souvenu du sacrifice d'Abraham à Allah pour lui témoigner sa foi. La mosquée principale d'Adjamé, 220 logements, a servi de cadre à cette célébration. Mosquée à l'entrée de laquelle on pouvait lire aisément, comme leitmotiv de cette communauté musulmane, l'amour pour tous et la haine pour personne. L'ami Abdul Pacha, le chef suprême de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, a dans son sermon recommandé à ses fidèles et aux Ivoiriens de faire comme Abraham et d'offrir ce qu'ils ont de plus cher à Dieu. À la mosquée d'Adjien, dans la commune de Cocody, la prière de 2 rakats a été officiée par le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Dans son intervention, le cheikh a demandé aux fidèles musulmans de tirer les leçons de l'acte d'Abraham. C'est pourquoi il invite les fidèles à avoir une foi inébranlable en Allah, tout en lui plaçant la confiance totale pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Le cheikh Boakari Fofana exhorte les fidèles musulmans à continuer les prières. Aux dirigeants, le président du COSIM souhaite que les actions de développement engagées aboutissent pour le bonheur des populations. Des prières et bénédictions ont été faites pour éloigner définitivement la fièvre Ebola du sol ivoirien. À San Pedro, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir. Ce sont 10 jours après le Ramadan, à l'image de leur co-religionnaire du monde entier. Cela s'est traduit par une prière de 2 rakats, d'un sermon et d'une immolation de bélier. Dans son adresse, l'imam Moussa Ouattara demande aux fidèles musulmans d'être des modèles d'Abraham en termes de piété, avant de les exhorter à la culture du pardon et de la paix. Dans la commune d'Abobo, précisément à Abobo PK18,
Les fidèles musulmans ont célébré la fête de la Tabaski pour commémorer la soumission d'Abraham à Dieu. Les fidèles ont par la suite traduit leur soumission à Dieu en immolant un animal qui a été partagé, signe de la solidarité et de l'union entre tous les musulmans. À cette occasion, les imams Sissé Abdul-Wahab et Kone Suleiman ont prêché la soumission, le pardon et surtout la réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Selon l'imam, cette fête s'inscrit dans la logique du respect et du pardon afin d'avoir une bonne éducation au sein des différentes communautés et mettre fin au phénomène de ces jeunes délinquants appelés les microbes. L'imam a ensuite profité de cette occasion pour remercier le chef de l'État et son équipe pour le progrès et l'évolution des travaux qui se font en Côte d'Ivoire. Ce samedi 4 octobre 2014, les fidèles musulmans de la mosquée du quartier millionnaire de Yopougon, dirigés par le guide spirituel, l'imam Saïd Diabagati, ont tous respecté la tradition de la fête de la Tabaski. Tout a commencé par la prière suivie par le prêche. L'imam Saïd Diabagati a rappelé aux fidèles leur devoir envers Allah. Il leur a recommandé la crainte d'Allah et de se détourner des vices de la vie et de la facilité qui éloignent le fidèle musulman de Dieu. Prière et ferveur religieuse sur la grande place ajustant la mosquée Koudous de Bondoukou, à l'heure du renforcement de la cohésion et de l'unité nationale prônée par guides religieux et autorités politiques de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la ville aux 1000 mosquées n'ont pas dérogé à la tradition. Priez ensemble et invoquez la clémence d'Allah pour une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est le sens du message du grand imam de Bondoukou, El Hadj Tibité Kalonga, un message d'ailleurs soutenu par le préfet de région, préfet du département de Bondoukou, Germain François Goun, et le maire Kone Ilassou, mais aussi bien perçu par les fidèles, sans oublier le rite sacrificiel, l'immolation du mouton. Voilà, c'était quelques temps forts de la fête de la Tabaski célébrée hier en Côte d'Ivoire. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, était dans le village d'Abouakakro, dans le département de Djekanou. Il est allé s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition des sites d'orpailleurs qui sévissent dans cette localité depuis plusieurs mois. Les explications avec Abou Sanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans le village d'Abouakakro 2, situé dans le département de Djekanou. Objectif, s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition et de déguerpissement d'orpailleurs clandestins. Au nombre d'environ 15 000, ces orpailleurs exerçaient de façon illégale dans ce village de 1500 âmes. L'opération menée par la gendarmerie nationale a permis la démolition de plusieurs abris jonchant la voie, d'habitations précaires et plusieurs machines parties en fumée. Cette opération a duré 2 jours. Nous allons faire le travail
de façon approfondie pendant 4 jours. Et ensuite, nous allons laisser le personnel sur place pour continuer le ratissage et faire en sorte que surtout le matériel qui a été utilisé pour faire ces extractions-là, ils ne puissent plus les utiliser pour aller ailleurs. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, invite les personnes qui occupent encore les sites d'orpaillage à les libérer. Nous lançons un appel à tous ceux qui occupent encore des sites d'orpaillage de dégager des lieux, surtout quand ils exercent dans une clandestinité. On leur fera plus de cadeaux. La période de prévention est passée, donc nous allons continuer, n'est-ce pas, non seulement à déguerpir, mais aussi à démolir tous les lieux qu'ils ont installés et qui constituent une menace pour l'environnement, une menace pour la sécurité, une menace pour la cohésion sociale. L'opération de sécurisation du village d'Abouakako 2 se poursuivra afin de récupérer le matériel des orpailleurs en fuite. La Côte d'Ivoire s'est dotée en juin dernier d'un nouveau code forestier en remplacement de celui de 1965. Mais pourquoi un nouveau code? Que prévoit la nouvelle réglementation? Quelles sont les innovations? Le colonel Gwesse Aïdara Lanciné, directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts, répond à ces questions. Il était l'invité du magazine du dimanche présenté par Delphine Gla. Voyons juste un extrait. Désormais, nous n'avons plus le droit de couper n'importe comment des arbres sur le territoire ivoirien. Avant de le faire, quand bien même que cet arbre vous appartienne, avant de le faire, il faut solliciter l'autorisation des spécialistes que sont l'administration, qui sont dans l'administration forestière. Il faut dire que désormais, l'administration forestière des eaux et forêts n'est pas ou n'est plus le seul acteur dans le développement forestier en Côte d'Ivoire. Au terme de cette loi, nous donnons la possibilité aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, je dirais même pas la possibilité, c'est plutôt une injonction, que ces communautés puissent créer leur forêt. Nous donnons la possibilité aux individus, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques de créer leur propre forêt. Mais le ministère des Eaux et Forêts, les agents des Eaux et Forêts sont prêts à traquer tous ces individus qui n'ont cesse d'exploiter illégalement nos forêts. Les moyens juridiques sont là. Madame, permettez-moi de lancer un appel. Je voudrais dire qu'avec ce nouveau code, tous ceux qui s'adonnent encore à l'exploitation illégale, à la fraude, au gaspillage de nos ressources forestières doivent se tenir à carreau. Parce que cette loi, non seulement elle est répressive, mais elle nous donne les moyens de notre politique.
Voyons à présent comment la production du cacao se modernise avec ces trois inventions dans le travail de production du cacao, à savoir la serpette, le cacao beach et le séchoir sec. Quel est l'intérêt qu'apporte-t-elle à la production de l'or brun? Réponse avec Noël Gnagnou. Du partenariat entre le Conseil du café cacao et l'Ivoirien des technologies tropicales, IDT, sont nées trois inventions majeures. La serpette, le cacao beach, le séchoir sec. Nous avons créé un microclimat susceptible dans la serre de satisfaire les besoins et le cahier de charges prescrit pour obtenir du bon cacao. Le paysan, anciennement, il veut récolter le cacao et il n'a pas la possibilité d'atteindre certaines cabosses qui sont haut perchées. Il a maintenant un outil qui est d'abord durable et qui a la possibilité d'être extensible à volonté. Antérieurement, le cabossage, qui est une opération difficile, court deux dangers. Le premier danger, c'est que en écabossant, on peut blesser les fèves du cacao. La même machette peut blesser les cabosseurs. Donc, nous voulons réduire ces deux cas de figure. Il s'agit avec ces outils de réduire la pénibilité du travail des producteurs. Un début de la modernisation de la production de fèves de qualité. Reste l'accueil des producteurs pour leur exploitation conséquente. Les producteurs honorés sont répartis chacun avec ses trois outils. Alors, on peut présager une suite heureuse de ces inventions. De plus en plus de patients africains et européens vont en Tunisie pour des soins. Ce qui motive ces patients, c'est le système de santé très développé dans ce pays. Il se caractérise par l'amélioration du plateau technique et la formation du personnel de santé. Notre reporter Francis Boisfort, qui revient de la Tunisie, nous explique. L'un des atouts qui différencie la Tunisie des autres pays africains aujourd'hui, c'est le système de santé publique et privé. Il est basé sur l'amélioration continue des plateaux techniques, des services et de la formation des agents de santé en vue d'une bonne prise en charge des malades. Le dispositif sanitaire mis en place attire de nombreux patients à travers le monde. Selon les statistiques de 2013, plus de 400 000 patients qui sont venus en Tunisie. Il y a 80% sont des malades africains et presque 12% européens. Et le reste, c'est de toute origine. Le développement du secteur de la santé repose pour l'essentiel sur la politique initiée par les autorités. Le ministère de la Santé est en charge de l'élaboration de tout cahier de charge pour la mise en place aussi bien d'une infrastructure sanitaire publique ou privée, pour l'acquisition d'équipements lourds pour les investisseurs tunisiens qui veulent mettre en place des cliniques de très haute gamme. D'ailleurs, les taxes sont vraiment dérisoires pour ces cliniques-là. Aussi, il y a beaucoup de privilèges fiscaux pour ces établissements-là. Le modèle tunisien de santé présenté au Forum Coopération Tunisio-Africaine
Bâtissons l'avenir à Yasmine Amamet séduit les participants. On ne pouvait pas s'imaginer qu'en Afrique, on puisse trouver un plateau aussi performant. Je pense que c'est extrêmement important pour pratiquer la médecine. J'ai été très impressionné par les installations médicales que j'ai eu à visiter. Je pense que ce sont des choses qu'il faudrait chercher à répercuter pour le bien-être de nos populations. À cette rencontre en Tunisie, les responsables des structures de santé ont dit leur engagement à travailler avec des partenaires africains pour sauver des vies humaines tout en développant la coopération sud-sud. La communauté internationale se mobilise pour aider les pays en proie au virus Ebola. La Sierra Leone, l'un des 3 pays africains les plus touchés et qui fait face à une pénurie de moyens logistiques, va recevoir des experts de l'ONU pour le ramassage des corps après le confinement des populations. Terrible constat face à l'épidémie d'Ebola. Les pays infectés par le virus sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures, de personnel de santé et de systèmes de surveillance de propagation de la maladie. Les contaminations sont principalement causées par la dégradation de la situation sanitaire sur place. La bataille contre le virus nécessite un déploiement de personnel, de médicaments et des équipements à tous les niveaux. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des personnels soignants touchés ou tués par le virus. En formant ces personnels à utiliser correctement l'équipement de protection, ils peuvent travailler en toute sécurité et ne sont pas contaminés à leur tour. Pénurie d'équipements de protection individuelle, mauvaise utilisation des masques et des gants, surcharge de travail des équipes médicales, ces facteurs expliquent la proportion élevée des personnels soignants infectés. À cela s'ajoute aussi l'absence d'infrastructures pour incinérer les corps et le manque d'ambulances et de transports. L'UNMIR se concentre à apporter des réponses au niveau de la logistique pour obtenir plus d'hélicoptères, de voitures, de motos pour les agents de santé communautaires au niveau des accès au transport. Autre préoccupation, le nombre élevé d'orphelins, 4000, ce nombre pourrait doubler dans les prochaines semaines. Non seulement ces enfants ont perdu leurs proches, mais beaucoup sont rejetés par leurs amis et voisins par peur de contamination. Quelques centaines sont pris en charge par des ONG, mais la majorité d'entre eux n'ont pas cette chance. Au Niger, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt national à l'encontre du président du Parlement nigérien, Hama Amadou, en fuite en France pour des raisons de sécurité. Le principal opposant du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est soupçonné de complicité dans l'affaire d'un trafic international de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Mais le président du Parlement nigérien dit ne rien se reprocher et attend ce mandat d'arrêt pour se défendre. 142 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire le président. Une élection présidentielle, mais pas seulement. Les Brésiliens ont aussi voté leurs parlementaires et leurs gouverneurs. La présidente Dilma Rousseff, candidate à la réélection, est favorite.
Ouverture des bureaux de vote au Brésil, 142 millions d'électeurs doivent choisir leur président, leurs parlementaires et leurs gouverneurs. L'actuelle présidente de gauche, Dilma Rousseff, est favorite, mais elle doit passer la barre des 50% des voix pour éviter un second tour face aux social-démocrates Aécio Neves et à l'écologiste Marina Silva, qui a créé la surprise dans cette campagne électorale. Et je rappelle cette information avant de nous séparer. Le président de la République entame ce lundi une visite officielle de 4 jours en Corée du Sud à l'invitation de son Excellence Madame Park Geun-hye, présidente de la République de Corée. La visite s'achève le 9 octobre prochain et cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays liés par une longue amitié, par plus de 50 années de fructueuse coopération. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien aura des entretiens avec son homologue coréen sur les questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Ils procéderont à la signature d'importants accords dans le domaine économique et social. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Ce journal a été réalisé par l'ensemble, a été préparé par l'ensemble de la rédaction et supervisé par le rédacteur en chef David Mobio. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par Kane Bakari Korobogo. Merci à vous tous de votre attention et bonne reprise de travail demain lundi.